Bonjour à tous et bon réveil matinal avec l'invité, bon réveil dominical avec l'invité pour ce premier numéro de l'année 2021. Je reçois pour vous, chers amis internautes, Jacques Migan. Il est juriste de formation, ancien bâtonnier en ce début d'année nouvelle. Je vous formule mes vœux les meilleurs, les vœux de santé, de bonheur et que la Providence nous aide à concrétiser nos vœux au-delà de nos attentes. Jacques Migan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous laisse formuler également vos vœux, les meilleurs à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment. Je souhaite à chacun une bonne heureuse année et que 2021 soit pour chacun une année bénie dans tous les domaines, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. Que 2021 soit une année constructive à tous. Chers amis internautes, Jacques Migan est dans nos studios ce matin pour nous entretenir au sujet du parrainage de la prorogation du mandat du président de la République. Justement, à ce titre, Jacques Migan, la Cour constitutionnelle a rendu publique cette semaine une décision au sujet du parrainage et de la prorogation du mandat du président de la République. La Cour s'est déclarée incompétente au motif que le principe du parrainage et la prorogation du mandat du président de la République ont été effectués pour favoriser l'alignement du mandat. Est-ce que vous jugez pertinent ce motif? Mais écoutez, vous aviez énoncé un motif d'alignement. Je crois que en se déclarant incompétent, le juge constitutionnel a exprimé qu'il ne lui revient pas de se prononcer sur la volonté du constituant dérivé. Il ne lui revient pas de porter un jugement sur ce que le peuple tout entier a décidé à travers le constituant dérivé. C'est-à-dire, lorsque le constituant a voté un texte de loi, je dirais, loi qui a été en son temps, puisque nous sommes dans... Vous voulez parler de la loi sur la révision de la Constitution qui a conduit à la prorogation, je dirais, du mandat du chef de l'État actuel, mandat qui devrait, je dirais, s'arrêter le 5 avril 2021. Le 5 avril 2021 à minuit. Mais le constituant dérivé a décidé de proroger ce mandat jusqu'au 23 mai. Il en est de même d'autres lois, puisqu'il s'agit de la loi sur la révision qui a été votée le 7, qui a été, je dirais, promulguée le 7 novembre 2019. Il en est de même du parrainage. Ce qu'il faudrait chercher à savoir, monsieur le journaliste, quel est le pouvoir dévolu au juge constitutionnel lorsqu'une loi est votée. Dans le cas d'espèce, son pouvoir, c'est de vérifier si la procédure a été respectée. Et la procédure porte sur 3 articles. L'article 154, la prise en considération qui nécessite que les 3/4 des députés acceptent, autorisent, je dirais, que l'on aille à révision de la Constitution. L'article 155, en ce qui le concerne, demande à ce que, pour que le projet soit voté, il faudrait les 4/5 des députés, soit les 4/5, soit qu'on renvoie le dossier devant le peuple, pour que par référendum, le peuple puisse se prononcer. Et enfin, le 3e article, le 156, qui dit qu'il ne faudrait à aucun moment, c'est-à-dire le projet ne doit point porter sur la forme républicaine, encore moins sur la laïcité. Alors, c'est ce qui revient au juge constitutionnel de vérifier. Est-ce que ces 3 points-là ont été respectés par le juge constituant, c'est-à-dire les députés, lorsqu'ils sont appelés à aller à révision de la Constitution? Nous les appelons constituants dérivés, puisque nous avons les constituants originaires. Or, nous ne sommes plus au niveau des constituants originaires, mais des constituants dérivés. Alors,
ce travail avait été fait en son temps. Ce travail avait été fait en son temps, monsieur le journaliste. Ce qui avait permis, comme je le disais tout à l'heure, à la loi d'être promulguée. Et une fois la loi promulguée, c'est vrai, il revient à chaque citoyen, lorsqu'il n'est pas content, lorsqu'il constate qu'il y a une violation de cette loi par rapport à la Constitution. Alors, vous me dites que la Cour constitutionnelle a dit que cette loi, pour pouvoir aller à révision, le juge a été effectué pour favoriser l'alignement des mandats. Et je vous ai dit non, que c'est une question de volonté. C'est ce qui a été dit par le juge constitutionnel. Il a dit non. Moi, il ne me revient pas de me prononcer sur quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas, le juge constitutionnel n'est pas le constituant. Il ne peut pas aller contre la volonté. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais justement, quand vous avez entendu beaucoup de choses, vous parlez des réactions de part et d'autre. Il y a eu une qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollot, qui a quand même opiné sur la question. Pour lui, le président de la République a prêté serment sur la base de la Constitution dont son mandat finit le 5 avril prochain, et donc le mandat du chef d'État actuel doit finir le 5 avril prochain. Monsieur le journaliste, quand j'ai entendu M. Ollot s'exprimer, j'ai été peiné par tout ce qu'il a dit. Je me suis dit, il aurait dû se taire. Il aurait dû se taire. Et quand je l'ai surtout entendu reprendre ce que M. Aïvo a dit en ce qui concerne le pouvoir régulateur dévolu au juge constitutionnel, quand je l'ai également entendu parler de l'inapplicabilité, j'ai compris tout de suite, monsieur le journaliste, que le professeur Ollot est derrière, ou du moins c'est une école, ou du moins c'est un club. J'ai compris tout de suite que, et monsieur Aïvo, et monsieur Nouroudine, qui a parlé de l'inapplicabilité en saisissant... L'inapplicabilité. Oui, absolument, en saisissant le juge constitutionnel, la Cour constitutionnelle, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Puisque dans ses commentaires, il a repris mot pour mot ce que disait M. Aïvo lorsqu'il appréciait la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Il en est de même. Il a repris également les propos dont je me suis dit, c'était les voix de leur maître. Et c'est fort de ça que je dis, quand vous allez jusqu'au bout du commentaire de M. Ollot, vous constaterez que, quand je disais tout à l'heure que j'ai été peiné, j'aurais bien voulu qu'il reste dans le domaine juridique. Mais lorsqu'il continue dans son commentaire en évoquant, en qualifiant, je dirais, l'Assemblée de monocolore, mais je me suis dit, s'il veut s'exprimer en tant que politique, qu'il le dise. Et là, nous comprendrons que ce n'est plus le juriste qui s'exprime. Faire un mélange des deux, du juriste, partir... Ça veut dire que vous jugez politique la réaction... Mais sa réaction, c'est là où je suis en train de venir. Je suis en train de vous... Ce n'est plus le juriste qui s'exprime, ce n'est plus le professeur qui s'exprime, ce n'est plus l'ancien président qui s'exprime, c'est le politique qui s'est exprimé. Et c'est normal, c'est pour ça que je dis, il aurait dû se taire. Et j'ai été peiné par ces propos. Parce que quand on parle de l'Assemblée monocolore, monsieur le journaliste, cette Assemblée monocolore, ces lois qui ont été votées par cette Assemblée que certains ont rejetées, pourquoi les gens sont aujourd'hui allés à la création de leur parti politique? Si tel est qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'apprécient pas, ils condamnent, ils rejettent complètement cette Assemblée, pourquoi ils se sont servis de ces lois votées, lois qu'ils prétendent ne pas reconnaître pour aller à la création de partis politiques? J'entends par là les démocrates, j'entends par là restaurer l'espoir, j'entends par là Foscori.Bénin émergent, j'entends par là eux tous. Bref, c'est pour vous dire que quand ils s'expriment sur le côté monocolore de l'Assemblée, il aurait dû se chercher à savoir, M. Ollot, comment est-on arrivé là? Puisque ceux qui refusaient hier d'aller à l'Assemblée, de créer leur parti politique, conformément à ce qui a été décidé par les lois qu'on avait rejetées et qu'on utilise aujourd'hui pour aller aujourd'hui à la création de partis, pour présenter lors des élections communales des candidats pour
être conseillers comme Foscori.bene, mais c'est une reconnaissance de ces lois-là. C'est une reconnaissance puisque c'est la révision qui a été révisée qui a permis un certain nombre de tests aujourd'hui. Donc c'est fort de ça que je dis, si M. Olo veut faire de la politique, qu'il dise « je suis désormais un politicien ». Désormais un politicien. Et qu'il cesse complètement de porter des jugements qui, je ne dirais pas qui ne tiennent pas la route, non, mais qu'ils disent « moi, homme politique, j'apprécie la décision rendue par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire incompétence rendue par cette juridiction comme ça ne m'arrange pas ». Il aurait dû le dire, mais il n'aurait pas dû dire, il n'aurait jamais pu dire « assemblée monocolore ». Non, le simple fait d'ajouter cette portion de mots prouve à aisance que M. Olo n'est plus un juge habilité à se prononcer en tant que juriste sur la décision rendue par la Cour constitutionnelle. Il a agi en tant que politique. Il a agi en tant que politique selon Jacques Migan. Mais Jacques Migan, lorsque vous ôtez votre manteau de politique, est-ce qu'en toute sincérité et technicité, est-ce qu'on peut proroger ou réduire un mandat électif en cours à travers une législation? Absolument. On peut le faire. Et nous ne sommes pas en train de... Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de bienséance? Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Nous avons, et nous l'avions toujours soutenu, il y a 2 termes, 2 durées de mandat qui ne peuvent pas être prorogés. Le mandat du président de la République, le mandat du législateur. On ne peut pas, à moins de passer par la révision de la Constitution. À moins de passer par la révision de la Constitution. S'il s'agit de mandat de conseiller, oui, on peut le faire. Mais dans le cas d'espèce, il y a eu révision de la Constitution. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a dit. À travers sa volonté représentant le peuple, le constituant, dérivé a dit, je vais le faire. C'est lui, et lui seul, qui est habilité pour le faire. Et il l'a fait. Et il a prorogé pour des raisons, cette fois-ci, politiques. Parce que nous voudrions aller à alignement des élections. Nous voulons organiser des élections générales. Pourquoi? Parce que nous ne voudrions pas, comme cela se passe tous les ans, effectuer des dépenses, comme ça a été le cas en 2019, comme ça a été le cas en 2020, comme ça va être le cas en 2021. Donc autant regrouper les élections à la même année pour que nous puissions diminuer le coût. Et le coût dans l'intérêt de qui? Du peuple. Ce n'est pas pour les députés, ce n'est pas pour les membres du gouvernement, mais c'est dans l'intérêt du contribuable béninois. Dans l'intérêt du contribuable béninois. Jacques Migan, il y a un internaute sur la toile qui a dit pourquoi les députés n'avaient pas fait la réforme pour l'alignement des mandats, mais en demandant à ce que le mandat de l'actuel chef d'État finisse normalement, comme il a prêté serment le 5 avril, et que celui qui prendra les rênes le 6 avril 2021 puisse finir son mandat, lui. Mais écoutez, ça c'est la volonté du constituant. Si le constituant a décidé d'opérer de cette manière, pourquoi voudrions-nous aller contre la volonté du peuple? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est normal que chacun opine. Mais lorsque vous parlez du constituant dérivé, oui, et que les uns et les autres savent qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons que des acteurs politiques issus de formations politiques approuvant et soutenant les actions du régime en place, est-ce que le constituant dérivé, à un moment donné, sa crédibilité n'est pas un peu entachée? La crédibilité entachée se situe au niveau de ceux qui ont fait la politique de la chaise vide dans son temps. Vous ne pouvez pas, après avoir fait la politique de la chaise vide, en refusant, vous rebellant, je dirais même, de remplir les conditions, les critères prévus pour être à l'Assemblée nationale, venir aujourd'hui vous dire que ça ne passerait pas. Non. C'est le propre de certains hommes politiques, je dirais. Mais participer pour être à l'Assemblée, comme ça a été le cas aujourd'hui en ce qui concerne les élections communales. Foscori a rempli les conditions et a au moins 6 maires. Alors, quand vous dites qu'on aurait fallu, il aurait fallu, avec fallu, on peut faire beaucoup de choses, mais respectons, je dis bien, respectons la volonté du peuple. Si nous avons aujourd'hui 2 partis soutenant les actions du président de la République,
comme député, ben, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute? Vous aurez voulu que ceux-là aussi fassent la chaise vide? Non, puisqu'ils ont compris. Parce que ça nous amène à revoir comment nous sommes partis. Les gens oublient. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je parlais du professeur Olo, qui parle d'assemblée monocolore. Mais pourquoi Olo n'explique pas pourquoi nous sommes arrivés là? Nous ne sommes pas arrivés là comme quelque chose qui est tombé du ciel. C'est parce que, monsieur journaliste, certains partis se sont rebellés, ont refusé de reconnaître les lois qui sont votées par eux-mêmes, puisque les lois dont il s'agit avaient commencé avant qui? Est-ce que le président Patrice Talon était là quand on a commencé par parler du regroupement des partis politiques? Il vous souviendra, la première personne à en parler, c'était le président Mbedi, lors de sa prise de fonction en 2015. Est-ce qu'il était même dit que Talon allait être candidat? Est-ce qu'il était même dit que Talon allait être président aujourd'hui? Mais s'ils étaient eux-mêmes à l'Assemblée, c'est des choses qu'ils avaient commencé, monsieur le journaliste. C'est là où je ne nous comprends plus. Et c'est là où je dis, mais si vous voulez parler d'assemblée monocolore, mais dites comment nous sommes arrivés là. Tout le monde n'a pas fait la politique de la chaise vide. Alors, Jacques Migan, on va évoluer un peu dans le débat. Lorsque vous dites qu'il est possible que l'on puisse proroger ou réduire un mandat électif en cours de façon légale, est-ce que le Bénin s'immisce comme précurseur d'une telle initiative? Est-ce qu'il y a d'autres pays de la sous-région qui ont déjà eu à effectuer des réformes du genre? Est-ce que même les pays que nous prenons comme modèle ont eu déjà eu cette expérience? Je n'irai même pas en France, parce que nous avons tendance à citer la France comme modèle. C'est vrai, puisque nous nous sommes beaucoup inspirés des normes françaises. Mais, monsieur le journaliste, au Sénégal à côté, pas 2 fois, même plusieurs fois, je prends le dernier cas. Lorsque le président Ouad était aux responsabilités, président de la République, monsieur Macky Sall était le président de l'Assemblée nationale, tombé en disgrâce. Son mandat de 5 ans, il y a eu une révision de la Constitution pour revenir sur ce mandat de 5 ans et décider désormais que le mandat serait de 1 an. Ils sont revenus, ce que nous appelons la rétroactivité de la loi. Si ça a été fait, c'est parce que le peuple sénégalais en avait décidé. Donc c'est ce qu'on appelle la rétroactivité. Parce que nous avions tendance à dire, nous entendons souvent dire que la loi dispose pour le futur. C'est vrai. Et quand vous prenez l'article 2 du Code civil, on peut dire que la loi dispose pour le futur. Mais attention, attention. Quand, même à ce niveau, ça ne s'impose qu'au juge et non au législateur qui a voté cette loi qui peut encore revenir. Mais nous ne sommes pas dans ce cas. Nous sommes dans le cadre constitutionnel. Et dans le cadre constitutionnel, si vous prenez notre constitution, oui, monsieur Kader, excepté la matière pénale, il n'est point interdit de procéder à une rétroactivité. Il n'est point interdit d'aller en arrière. Vous ne verrez nulle part dans la constitution du Bénin le rejet, le refus de la rétroactivité. Et c'est en cela que j'ai dit, mais de quoi parlons-nous? Et c'est là où j'entends dire, on me dit que le juge constitutionnel, conformément à l'article 114 de la Constitution, exploité ou du moins utilisé dans le cas de la prorogation de mandat, comme le parrainage, utiliser son pouvoir régulateur. Je dis, mais de quoi parle-t-on? C'est ce que le professeur Olo a dit. Il a repris les propos de M. Aïvor lorsqu'il parlait du pouvoir régulateur. Je dis, mais on saisit pour une inapplicabilité. Mais lorsqu'on sait que la Cour constitutionnelle est le dernier rempart et que ces décisions sont sans recours et qu'elle se déclare incompétente, est-ce que ça ne sème pas, je dirais, une confusion dans les esprits? Mais pourquoi? Mais elle se déclare incompétente. C'est vrai que cette décision, les décisions conformément à l'article 124 sont sans recours. Mais pour ceux qui n'ont pas fait le droit, pas lui demander le droit, oui, quand la Cour se déclare incompétente, ça veut dire quoi? Mais la Cour a dit, je ne peux pas me prononcer sur une volonté du peuple.
Ma mission ne va pas là. Mes prérogatives ne vont pas là. Mais mon prérogative, c'est de vérifier si la procédure qui a conduit à la révision de la Constitution, si cette procédure a été respectée en ces articles 154, 155 et 156 que j'ai évoqués tout à l'heure. La Cour est dans son domaine. Si pas extraordinaire, le constituant dérivé avait procédé, je dis bien si le constituant dérivé était parti sur la laïcité, en touchant la laïcité ou à la forme républicaine, oui, le juge constitutionnel aurait agi en disant non, ce n'est pas conforme à la Constitution. Si vous touchez à ça, c'est interdit. S'il n'avait pas respecté l'article 154, c'est-à-dire qu'il décide, il vous souviendra, dans les années 2006, lorsque les députés, en son temps, avaient voulu, et c'est même pas voulu, ils ont voté un texte de loi, M. Kader, pour que le mandat du député, qui est de 4 ans, soit porté à 5 ans, sans respecter l'article 154, sans respecter l'article 155. Et qu'est-ce que le juge constitutionnel avait dit en son temps? Rappelez-vous, Mme Winsou, qui était la présidente, avait dit non, ce n'est pas conforme à la Constitution. Voilà un exemple. Donc, quand le juge, son problème, ce n'est pas de se prononcer sur leur volonté, mais c'est sur la procédure, en disant, c'est votre droit de tout faire, de voter des lois. Mais il faudrait que ces lois respectent ce qui doit être fait. Vous ne pouvez pas toucher à la laïcité. Vous ne pouvez pas toucher à la forme républicaine. Vous devez avoir les 4/5e. Vous devez avoir, il doit y avoir une prise de considération pour vous permettre une autorisation pour aller à révision. Vous n'utilisez pas ces voies-là et vous décidez entre vous à travers une loi ordinaire. Alors, c'est pas possible. Alors, Jacques Migan, aujourd'hui, vous êtes un soutien au régime en place. Vous êtes probablement, on peut vous dire, vous êtes de la mouvance présidentielle. Jacques Migan, est-ce que cette faille du constituant ou de la Constitution ne peut pas être pervertie lorsqu'on sait que, bon, le constituant dérivé peut proroger ou réduire un mandat électif? Est-ce que s'il arriverait qu'il y ait complicité entre le constituant dérivé et le pouvoir en place, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une perversion de cette disposition? Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait une perversion de cette disposition, puisqu'on vous dit que ce qui est sûr, vous comme moi, c'est votre droit le plus absolu, vous avez ce pouvoir. Le Béninois, le citoyen béninois a la possibilité de saisir le juge constitutionnel lorsqu'une loi n'est pas conforme. Mais si une loi est conforme à la Constitution, surtout que le test d'Ossagi, la loi de 2019, avant qu'elle ne soit promulguée, mais elle a été portée à la connaissance du juge constitutionnel qui a regardé dans tous les sens. Alors, lorsqu'on revient à cette révision constitutionnelle, est-ce que selon vous, elle a été régulière, cette révision constitutionnelle? Mais pourquoi? Elle a été régulière. Puisque l'article 154, 155, 156 ont été respectés. Respectés, absolument. C'est respecté. Ce que j'ai entendu dire en son temps, c'est qu'on a été par procédure d'urgence. C'est-à-dire ce qui est prévu, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que la Constitution demande à ce qu'on la révise de façon en procédure d'urgence? Tout ce que la procédure, si vous prenez la loi, la Constitution, en son article 199, si je l'ai là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 100, non, pardon, le règlement intérieur, je l'ai pas sur moi. De l'Assemblée nationale? De l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les procédures d'urgence sont prévues pourquoi? En ce qui concerne, c'est-à-dire on a prévu 3 titres. Les lois ordinaires, organiques et les lois spéciales. Je préfère parler du 3e point, les lois spéciales. Et dans ces lois spéciales, vous avez la révision de la Constitution. Si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est prévu en son article, si mes souvenirs sont bons, 199, je ne l'ai pas sur moi, au moment où on révisait, 3 choses à respecter. 1. Oui. L'article 154, l'article 155 et l'article 156. C'est toujours la même procédure qui suit, même si vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est prévu. Quant à la procédure d'urgence prévue aux lois ordinaires, que le constituant, au moment de réviser la Constitution, l'exploite ou ne l'exploite pas,
c'est aux constituants de l'exploiter. C'est aux constituants de l'exploiter. De dire, même quand ce n'est pas prévu, la procédure immédiate, ce qui est prévu en ce qui concerne la révision de la Constitution, c'est le respect des 3 points que j'ai cités, des 3 articles. Et il vous souviendra, quand cette loi avait été votée, en 2019, nous connaissons déjà la date où les élections auront lieu, les élections présidentielles au Bénin. Or, le protocole additionnel de la CEDEAO impose que toutes les lois soient votées 6 mois au moins avant les élections, avant les élections dont s'agit, à moins d'aller à consensus. Mais s'ils ont jugé opportun, j'entends par là le constituant dérivé, de voter cette loi avant le 11 avril, prochaine date des élections présidentielles, donc c'est en toute connaissance de cause. C'est pour ne pas, c'est pour respecter, je dirais, ce protocole. Donc, aller vite, ça va de soi. Au contraire, on doit même l'apprécier. On doit l'apprécier. On doit même l'apprécier parce qu'ils ont fait en respectant. Ils auraient pu dire, nous ne voulons pas respecter comme ça a été fait. L'autre grief également à cette révision constitutionnelle, c'est qu'il n'y a pas de consensus autour. Est-ce que, Jacques Mégan, il y a eu véritablement de consensus autour de cette révision constitutionnelle? Mais on est parti d'où? On est parti d'où? Nous oublions souvent, c'est pour ça que je demande souvent à ceux qui portent de jugement de dire toute la vérité sur ce qui a été fait. Il y a eu un dialogue politique qui a été organisé, M. Kader. Nous sommes partis de ce dialogue politique qui a regroupé tous les partis légalement constitués au Bénin. En octobre, le 9, 10, 11 octobre 2019, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est à partir de là qu'on est parti les députés ont récupéré les recommandations de ce dialogue des représentants, ou du moins des partis légalement constitués. Le dialogue politique était inclusif? Pardon? Le dialogue politique, il était inclusif, toutes les forces politiques étaient représentées? Il y avait l'opposition et il y avait la mouvance. Ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Alors, vous avez Foscori pour un Bénin émergent. Je dis bien les partis légalement constitués, puisque les démocrates, ils étaient Foscori pour un Bénin émergent. Si, entre-temps, certains, pour des raisons personnelles, ont quitté Foscori pour un Bénin émergent, ça c'est leur problème. Mais hier, au moment où le dialogue national qui vaut consensus avait été organisé, ils étaient avec Foscori pour un Bénin émergent. Ils étaient tous là. Je dis bien les partis légalement constitués. Vous avez la flamme de M. Adjavon. Vous avez Foscori pour un Bénin développement. Foscori pour le développement du Bénin, FCDB. M. Soumalou Toleba. Vous avez d'autres partis. D'autres partis politiques qui étaient... Vous avez le PRD, vous avez l'UP, il y avait plusieurs partis. Le bloc républicain. Donc c'est pour ça que je demande toujours, avant d'aller à jugement, il faut que nous fassions montre un peu d'honnêteté. Il faut qu'on dise au peuple et à ceux qui nous écoutent d'où nous sommes partis. Parce que les gens prennent toujours la fin, cette fin pour s'exprimer, oubliant, ils omettent, parce que dans l'omission, il y a une volonté délibérée. Ils n'oublient pas ce qui s'était passé hier. C'est comme quand on me dit, M. Olo parle de l'Assemblée monocolore, mais ça c'est une omission. Pourquoi M. Olo ne parle pas de ce que je viens de dire? Le dialogue qui avait eu lieu en son temps pour nous amener là. Pourquoi M. Olo ne parle pas de l'article de la charte sur les partis politiques, en son article 13, qui explique comment on doit créer les partis politiques? Pourquoi il n'explique pas ça? Pourquoi ils ne disent pas que certains en son temps se sont rébellés? Pourquoi ils ne disent pas en son temps que certains ont fait la politique de la chaise vide. Alors, maintenant, Jacques Mégan, vous êtes également acteur politique. Là, je ne vous prends pas en tant que militant d'une formation politique, mais déjà cette semaine, à la Commission électorale nationale autonome, les élus, à savoir députés et maires, ont commencé par aller retirer leur formulaire pour le parrainage. Quelle serait la contribution des partis politiques dans le choix des candidats à parrainer par les élus? Mais les partis ont déjà joué leur partition. Laquelle? Celle qui a emmené ces députés ou ces maires à être aujourd'hui ce qu'ils sont. Ils sont sortis de quelque part. Mais une fois élus, conformément à l'article 44 de la Constitution,
ils sont ce qu'on appelle les élus du peuple. Et en tant qu'élus du peuple, ils sont l'acte qu'ils poseraient demain dans le cadre du parrainage, c'est un acte républicain. Ce n'est pas un acte partisan. Donc, ils sont tenus de soutenir et les candidats de l'opposition et les candidats de la mouvance ou même des candidats qui sont neutres. C'est leur devoir. Et c'est un devoir républicain et dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est fort de ça que j'apprécie les déclarations de certains députés que j'ai écoutés qui disent, si tel arrive avec son projet de société, si ce projet de société tient la route, ben, je lui accorderai ma signature, je lui accorderai mon parrainage. Mais en même temps, ils ajoutent, ce n'est pas parce que j'aurai accordé mon parrainage, ma signature, que j'irai sur le terrain pour vous soutenir, pour battre campagne pour vous. Mais est-ce que ça ne va pas faire monter les enchères au niveau des députés qui vont peut-être exiger certaines choses de certains candidats avant de leur accorder leur signature? Absolument. Ce qu'ils doivent exiger, et ils le disent, est-ce qu'ils vont pas exiger de l'espèce trébuchante? Vous savez, nous sommes dans ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui la bonne gouvernance, c'est-à-dire la renaissance, c'est-à-dire le changement de mentalité, c'est-à-dire une nouvelle conception de faire. La renaissance, la bonne gouvernance, le changement de mentalité, un nouvel essor. Malheur à celui qui irait sur ce terrain-là. Et vous observez ce que nous sommes en train de vivre depuis 2016. Nous sommes en train de nous sortons radicalement des anciennes méthodes de faire. Quel député irait faire ça? Je crois que le député qui ferait cela, c'est vrai, dans l'exercice de sa fonction, ce n'est pas la criette, c'est la haute cour de justice. Mais celui qui tenterait de le faire, mais c'est la criette en ce qui concerne cet éventuel candidat. Parce que nous sommes désormais dans une autre conception de faire ce que nous appelons la renaissance, ce que nous appelons la bonne gouvernance, ce que nous appelons le changement de mentalité. Est-ce qu'en d'autres termes, on peut dire que le parrainage a été instauré ou institué pour permettre aux élus de contrôler les candidatures à la présidentielle? Non, mais c'est surtout parce que nous avions toujours évolué. Parce qu'il sera candidat que ceux qu'eux vont approuver, la candidature. C'est leur droit le plus absolu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le dialogue politique que nous avions connu en octobre, on a constaté, les partis ont constaté que les partis n'ont jamais eu leur mot à dire sur ces échéances. Les partis politiques ont toujours été écartés. C'est l'esprit qui a conduit à permettre aux élus issus des partis politiques de pouvoir apporter leur parrainage. Ce n'est pas le parti qui apporte le parrainage, c'est l'élu. Mais l'élu sort d'un parti politique. Et ça permet au parti de jouer pleinement son rôle, ce qu'on n'avait pas avant, où on avait hier encore des candidats qui débarquaient, d'où je n'en sais rien, ou des gens qui arrivent à la dernière minute, alors qu'ils ne sont même pas au Bénin, ou qui ne connaissent même pas l'existence, mais se servant de la seule identité, ou de la seule nationalité, ce qui est leur droit de dire « je suis candidat ». Donc, c'est aussi cela, le changement qui s'opère désormais dans notre pays. Ce qui veut dire quoi? Si vous devez désormais être candidat, mais vous respectez ce qui a été dit. Et nous ne sommes pas les premiers à le faire. En ce qui concerne M. Kader, j'entends par là le parrainage. Ça se passe ailleurs. Il y a le parrainage citoyen. Vous avez le parrainage citoyen, mais je l'ai déjà expliqué. Est-ce que nous avons les moyens pour aller au parrainage citoyen? Parce que le parrainage citoyen suppose qu'on prenne un pourcentage du corps électoral. Nous avions eu 5 400 000 le corps électoral lors des élections communales. Si nous prenons 1%, 54 000, si mes souvenirs sont bons, je me suis parfois en mathématiques. 54 000 54 000 signatures. Comment allons-nous les contrôler? Comment allons-nous contrôler? Surtout les empreintes digitales. C'est vrai, j'entends parler de RAVIP avec tout ce que ça comporte. Mais s'il se confirme que les signatures obtenues par empreinte digitale de X, Y, Z, on a les machines pour le faire, on a la logistique pour le faire, et puis, à supposer même qu'on ait cela, on nous dit que les élections, on dit que le candidat doit déposer
sa candidature 50 jours avant le début des campagnes. Par extraordinaire qu'on ait 8. 8 multiplié par 54 000. Comment allons-nous vérifier tout ça? Dans ce délai de temps, vous pensez que vous pouvez vérifier les empreintes digitales? Si on a sur les 54 000 fois 8 candidats, je mets au défi celui qui pourrait contrôler cela. Soyons sérieux, alors qu'en optant pour la candidature des élus, mais c'est la meilleure façon. Le parrainage des élus, mais c'est la meilleure manière. Nous savons qui a parrainé. C'est vrai que c'est une affaire entre l'élu et son parrainé ou ce candidat. Mais on peut vérifier rapidement. Il ne faut quand même pas qu'on complique les choses. Il ne faut pas qu'on complique les choses. Alors, Jacques Miguel, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le président de la République a entamé la dernière phase de sa première tournée, de sa tournée nationale de reddition de comptes dans les communes du pays. Et il est annoncé qu'il serait inscrit dans la Constitution, institué dans la Constitution, la tournée de reddition de comptes. Est-ce que cela ne cache pas des intentions politiques? Vous savez, c'est à force de faire qu'on arrive à comprendre. Ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, honnêtement, si je dirais même que c'est la première fois sur le plan africain. Je dis bien la première fois sur le plan africain. Je peux m'aller loin sur le plan international qu'un chef d'État décide, après avoir été élu, d'aller dans les différentes communes de son pays pour une reddition de comptes. Je crois que c'est en quelque sorte ce que nous appelons c'est le compte rendu. L'obligation de résultat et l'obligation de compte rendu au peuple. Il le fait déjà au niveau de l'Assemblée nationale. J'en viens à votre préoccupation à travers ce qui est prévu à la Constitution en son article, je ne sais plus, c'est 112 ou 115, où il doit une fois par an rendre compte de ce qu'il a fait dans l'année. Mais ce que le chef de l'État est en train de faire en l'État, ce n'est pas tous les ans ce qui se passe, mais c'est ce qu'il a fait pendant son mandat. Il est parti non seulement dire au peuple, voilà les résultats de la mission que vous m'avez confiée. Maintenant, ce qu'on a observé, il n'est pas seulement parti pour rendre compte. Il est parti aussi pour recevoir les doléances de ce qui doit être fait dans chacune des communes, ou encore de ce qui ne se passe pas bien dans la commune en question. Je crois que c'est quelque chose de formidable. Et je dis formidable en ce sens que toutes les 77 communes de notre pays, nous avons désormais une vision. Ça a permis aux Béninois, quelle que soit son appartenance politique, de la mouvance, de l'opposition, ou qui ne serait même pas politique, de comprendre qu'il est pris en considération. Chaque Béninois est pris en considération. C'est-à-dire cette volonté d'aller tous les ans à la fin du mandat, c'est lui qui choisit. C'est la Constitution qui le dira. Moi, je pense, M. Kader, qu'il faudrait l'inscrire dans la Constitution. Et pour l'inscrire dans la Constitution, il faut impérativement passer par la révision de la Constitution. Donc, c'est pour vous dire que... Mais est-ce que cette institution dans la révision de la Constitution ne change rien par rapport aux articles 154, 155 et 156? Pourquoi donc? Puisque si nous devons le faire, nous passerons par l'article 154, la prise en considération, et nous vérifierons si on a... Soit on le fait par référendum, soit on le fait par... en restant à l'Assemblée nationale avec les 4/5e, du moment où ça ne touche pas la laïcité et la forme républicaine. Pourquoi pas? Ce qui va être fait, c'est pour amener désormais tous les présidents de la République demain à faire pareil. Vous devez le faire. Et moi, personnellement, je trouve c'est courageux, c'est responsable. Courageux parce qu'il faut le faire. Obliger les présidents de la République du Bénin à parcourir les 77 communes du pays pour rendre compte. Pourquoi? Si quelque chose ne se réalise pas dans la commune, vous savez ce qui se passe, ou bien on dit qu'on doit réaliser quelque chose dans cette commune. C'est prévu, les moyens sont versés. Et nous savons comment ça se faisait. Les gens détournaient. Mais c'est l'occasion pour le peuple de dire la vérité. Regardez ce qui s'est passé à Maria Glita 1. Ils ont détourné 44 milliards. Regardez ce qui s'est passé au siège de l'Assemblée nationale, qui est à l'entrée de Porte-Nouveau. Ils ont détourné plus de 26 milliards. Vous imaginez si monsieur le président précédent avait fait cela, mais au cours
de mandat, les Béninois allaient l'interpeller en lui disant « Mais, monsieur le président de la République, en son temps, vous nous aviez dit que vous allez nous donner la lumière avec Maria Glita 1. Vous aviez dit que vous aviez investi plus de 44 milliards, mais on n'a pas la lumière. Pourquoi, attendez, le peuple allait le lui dire. Il en est de même de Porto-Nouveau. Et c'est fort de ça que je demande que le président Patrice Talon ne lâche pas. Il faut que les Béninois commencent désormais par dénoncer ceux qui ont fait ça. Quand vous voyez les Béninois, surtout les intellectuels, ils vous parleront de la liberté. Ils vous parleront de la démocratie. Mais pourquoi ils ne marchent pas pour dénoncer ces malversations? Pourquoi ils ne marchent pas pour interpeller? On a encore le plus, c'est imprescriptible, ces malversations, ces détournements. Où sont passés les 44 milliards de Maria Glita? Où sont passés les 26 milliards du siège de l'Assemblée nationale? Alors, avant de la question, Jacques Migan, vous souhaitez de tout corps que la tournée d'élection ne compte pas instituée dans la Constitution impérativement, pour que le chef d'État fasse cette tournée d'élection. Mais vous la souhaitez la tournée une fois par mandat ou bien 2 fois au cours du mandat? Il reviendra aux constituants de l'exprimer. Et là, ils vont écouter les uns les autres. On m'envoie. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit inscrit. Mais quelle période? On apprécierait au moment opportun. On apprécierait au moment opportun. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de nos chers amis internautes qui ont bien voulu sacrifier quelques moments de leur temps, précieux temps, et également de leur forfait Internet pour également suivre cette émission que nous venons de produire. Jacques Migan, vous avez la parole. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai cette opportunité pour partager ma vision sur l'actualité, sur mon pays. Et je crois que nous sommes dans une phase très très sensible, quel que soit le pays. Lorsqu'on parle d'élections, c'est des phases sensibles. Nous l'avions vécu aux États-Unis, pays de démocratie par excellence. Donc je souhaiterais que les moments qui doivent nous conduire aux élections présidentielles soient des moments de joie. Nous sommes les mêmes, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance, nous sommes des frères béninois. Il faudrait que nous fassions nos actes soient mesurés, nos dires soient mesurés, qu'on ne jette pas de l'huile sur le feu dans l'intérêt de notre pays. Et que ce que nous avions commencé depuis 1989, excusez-moi, depuis 1989 avec le renouveau démocratique perdure. Il faut que les gens sachent une chose, même les plus belles lois peuvent faire l'objet de remise en cause. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau. Donc je voudrais que les Béninois fassent vraiment, que nous fassions montre que la paix, on en a besoin pendant les 3 mois, même moins de 3 mois aujourd'hui, qui nous relient, je dirais, au 11 avril 2021. Et que vraiment les élections soient une fête. Et que plus jamais, nous ne vivions ce que nous avions connu en 2019, où on est venu pour faire du n'importe quoi. Et je remercie encore nos forces armées qui ont été, heureusement, à l'époque, en 2019, j'ai dit, vigilantes. Ont été vigilantes. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, ancien bâtonnier, acteur politique. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame au sujet de l'incompétence de la Cour constitutionnelle au sujet de la prorogation du mandat du président de la République et du parrainage, notre invité a dit qu'il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur une décision du constituant dérivé. Ce n'est pas de ses prérogatives. Le juge constitutionnel a juste vérifié le respect des articles 154, 155 et 156 de la Constitution qui ont été bien évidemment respectés. Il est peiné par les propos du professeur Théodore Hulot, président sortant de la Cour constitutionnelle, qui n'a fait que reprendre selon lui les propos tenus par le professeur Joël Frédéric Aïvo. Ce n'est plus le professeur qui s'exprime, mais le politique, a laissé entendre Jacques Migan au cours de cette émission. Il a évoqué qu'il s'agit d'une prorogation cohérente pour des raisons politiques. Oui, on peut légiférer constitutionnellement pour réduire au proroger un mandat en cours, a justifié Jacques Migan en donnant l'exemple de certains pays de la sous-région, dont le Sénégal.
Dans la Constitution du Bénin, il ne figure nulle part le rejet du principe de la rétroactivité de la loi, a fait entendre Jacques Migan au cours de cette émission. La révision de la Constitution qui a été effectuée en novembre 2019 résulte du dialogue politique qui a été effectué en 2019. Pour lui, cette révision est consensuelle. Les élus, que ce soit les maires et les députés, conformément à l'article 44 de la Constitution, vont effectuer le parrainage qui est un acte républicain selon Jacques Migan, dans l'intérêt de la démocratie. Et donc, les partis politiques n'ont pas véritablement un choix n'ont pas véritablement une influence dans le choix des 10 élus pour le candidat qu'ils auront à parrainer. Il a vanté l'intérêt du parrainage des élus et a justifié pourquoi le Bénin n'a pas opté pour le parrainage citoyen. Il a évoqué la pertinence de l'institution dans la Constitution du Bénin, de la tournée de reddition de comptes qui est entamée depuis plusieurs mois, depuis quelques jours, voire quelques mois, par le président de la République. Pour Jacques Migan, il faut instituer cette tournée de reddition de comptes dans la Constitution afin de permettre aux chefs de l'État de pouvoir aller au contact des populations, de constater l'avancée des travaux et également de recueillir des doléances. Pour Jacques Migan, le Bénin a besoin beaucoup plus de paix, surtout les 3 prochains mois. Il a rappelé que le Bénin est indivisible. Il rappelle que, qu'on soit de l'opposition et la mouvance, on est tous béninois et il souhaite que l'élection présidentielle de 2021 plutôt soit une élection de fête. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Oui, très fidèle. Juste un petit mot. Sauf en matière pénale, il n'est point interdit dans la Constitution la rétroactivité. Sauf en matière pénale, il n'est point interdit dans la Constitution la rétroactivité de la loi. Je corrige. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes acteur politique, juriste de formation, ancien bâtonnier. Chers amis internautes, merci pour l'attention. On se retrouve demain lundi pour Free Matin, le premier numéro de la semaine sur ESAE TV. Portez-vous bien et à demain.